Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. La vie sentimentale et familiale de Victor Hugo fut assez unique en son genre. Pendant près de 50 ans, Adèle Hugo, son épouse, Juliette Drouet, sa maîtresse, et lui-même formeront un inséparable ménage à trois. Certes, ils ne vivent pas sous le même toit, mais Madame Hugo connaît parfaitement l'existence de Juliette et sait que son mari l'aime et ne peut se passer d'elle. Puis de 1844 à 1851, une certaine Léonie Biard deviendra la troisième femme de cœur du poète. Et son intrusion dans la vie d'Hugo transformera le trio bien huilé en quatuor. Mais Hugo et les femmes, c'est aussi Hugo et sa mère, Hugo et ses filles, et Hugo et les innombrables autres femmes dont il fut un consommateur invétéré. Hugo et les femmes, c'est toute une histoire que je vais vous raconter dans cet épisode en 2 parties. Première partie, une étonnante famille recomposée. Si l'on devait allonger Hugo sur un divan et lui faire raconter son enfance, on constaterait immédiatement qu'en ayant une vie privée très libre, il ne fit finalement que reproduire ce que ses propres parents avaient fait avant lui. Il a beau avoir été conçu dans des conditions très romanesques, à plus de 1000 mètres d'altitude sur l'un des plus hauts sommets des Vosges, le Donon, il n'en porte pas moins le prénom de celui qui deviendra l'amant de sa mère, Victor, comme Victor de Lahorie, qui était chef d'état-major d'un général d'Empire, le général Moreau. De son côté, 15 jours à peine après son mariage, le père de Victor, Léopold Hugo, général d'Empire lui aussi, est déjà en train de tromper sa femme Sophie Trébuchet. Qui dit mieux ? Victor grandit donc entouré de parents qui se querellent en permanence pour les infidélités de l'un ou de l'autre ou à propos de l'argent du ménage qui n'arrive pas. Son père Léopold finit par avoir une maîtresse attitrée, une certaine Catherine, qui partage sa vie de garnison. Pendant ce temps-là, Sophie, elle, s'installe à Paris, avec son amant, le fameux Lahorie, parrain de Victor. Ce Lahorie sera fusillé en 1812 comme complice de la conspiration du général Mallet, un général qui cherchait à assassiner Napoléon Ier. Autant dire que Victor Hugo lui-même appartient déjà à ce que l'on appelle de nos jours une famille recomposée. Ses frères et lui sont constamment ballottés entre Besançon, Bastia. Ils vivent plusieurs mois séparés de leur mère. Puis c'est l'Italie ou encore l'Espagne où se rend leur mère pour régler ses différends matrimoniaux avec Léopold. Mais l'essentiel de leur enfance se déroule à Paris, loin de leur père. Après des années de déchirements et de procès, leurs parents finissent par se séparer définitivement en 1814. Victor Hugo a donc 12 ans. Sophie Trébuchet est une mère sévère, à laquelle Hugo et ses 2 frères aînés, Abel et Eugène, obéissent au doigt et à l'œil. Des années plus tard, Victor Hugo décrira son enfance ainsi. J'eus dans ma blonde enfance, hélas trop éphémère, 3 maîtres, un jardin, un vieux prêtre et ma mère. Le jardin cité dans ce vers, c'est celui du couvent des Feuillantines dans le 5e arrondissement de Paris, ce vert paradis des amours enfantines. La famille Hugo partage ce jardin avec la famille d'Adèle Fouché, leur voisine. Les enfants jouent ensemble, sont tous amoureux, mais déjà Adèle n'a Dieu que pour Victor. Pourtant les jeunes gens sont séparés, car la mère de Victor Hugo estime qu'Adèle n'est pas assez bien pour son fils. Mais lorsque Sophie Trébuchet meurt le 27 juin 1821, Hugo, alors âgé de 19 ans, court en avertir Adèle. Il l'a toujours aimée, il l'épousera. Le 28 août 1822, il écrit cette promesse à celle qui va devenir sa femme. « Ô mon Adèle, je me conserverai comme toi, sois-en sûre, jusqu'à la nuit enchanteresse des noces, mon heureuse ignorance. Je t'apporterai des caresses aussi neuves que celles que je serai si heureux de recevoir. »
Leur mariage est célébré le 12 octobre 1822 à l'église Saint-Sulpice en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Hélas, leur nuit de noces n'est pas aussi enchanteresse qu'espérée, du moins pour Adèle. Elle est traumatisée par la fougue de son jeune mari et elle va conserver de ses ébats trop énergiques un dégoût qui s'effacera difficilement. Elle confiera plus tard dans une lettre adressée au critique littéraire et écrivain Charles-Augustin Sainte-Beuve qu'elle s'était sentie brisée, évanouie. Par la suite, il lui arrivera souvent de refuser les avances ou plutôt les assauts de son mari. « Tu te laisses embrasser comme une victime », lui reprochait-il. Pour ne rien arranger, le jeune ménage Hugo perd en 1823 son premier enfant, un nourrisson d'1 an prénommé Léopold. L'enfant suivant sera une fille qui portera le même prénom féminisé, Léopoldine. Mais dans ses 2 premières années de mariage, Victor Hugo est accaparé par son œuvre et n'a guère de temps à consacrer à une épouse rêveuse et endolorie, qui semble bien décidée à limiter son devoir conjugal au minimum syndical. Entre-temps, Sainte-Beuve est devenue l'amie intime du ménage. Oh, il n'a rien d'un séducteur. Cheveux roux plutôt rares, figure ronde, un long nez plutôt laid même d'ailleurs et d'un naturel mélancolique. Mais Sainte-Beuve est discret, tempéré, moins égoïste et plus disponible que Victor, dont il est secrètement jaloux. Il faut dire qu'Hugo, à 30 ans, est déjà considéré comme le plus grand écrivain vivant de l'époque. Charles-Augustin, Sainte-Beuve, tombe amoureux d'Adèle et devient son amant. Et c'est lui qui apprend en personne la nouvelle à Victor Hugo. Maladivement jaloux, Hugo souffre affreusement. Il propose de s'effacer devant les amants. C'est finalement Sainte-Beuve qui décide lui-même de rompre avec Adèle Hugo. Malheureux comme les pierres, Victor Hugo tente d'oublier ses déboires conjugaux en travaillant avec l'énergie du désespoir à la rédaction de Notre-Dame de Paris. Mais il continue de faire des scènes à son épouse, il l'épie, la questionne. Il sait qu'Adèle s'éloigne de lui. Plus que jamais, elle se refuse à lui. C'est 1 an plus tard, en février 1833, que Victor Hugo croise Juliette Drouet pour la toute première fois. Il participe alors à une séance de lecture de sa propre pièce, Lucrèce Borgia. De son vrai nom, Julienne Gauvin, elle est déjà nantie d'une fille, dont le père est le sculpteur James Pradier, et elle court les rôles et les protecteurs. Hugo est ébloui et décrira la rencontre en ces termes. « Un rayon est allé de ton cœur au mien, comme de l'aurore à une ruine. » Ce jour-là naît un amour qui va durer plus de 50 ans. Dans la nuit du 16 au 17 février 1833, Victor Hugo et Juliette Drouet deviennent amants. Dans Les Misérables, cette même date devient le titre du chapitre dans lequel Cosette et Marius passent leur première nuit ensemble. Hugo écrit « La nuit du 16 au 17 février 1833 fut une nuit bénie. Elle eut au-dessus de son ombre le ciel ouvert. Ce fut la nuit de noces de Marius et de Cosette. » Toujours dans Les Misérables, Hugo poursuit. « L'amour, c'est le creuset sublime où se fait la fusion de l'homme et de la femme. L'être un, l'être triple, l'être final, la trinité humaine en soi. » Et encore. « Aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demandez rien ensuite. On n'a pas d'autre perle à trouver dans les plis ténébreux de la vie. Aimer est un accomplissement. » Pendant 50 ans, Victor, alias Toto, et Juliette, alias Juju, vont s'écrire 2650 lettres. Une correspondance amoureuse, riche et pleine de charme, car Juliette aussi a une très jolie plume. Jamais Hugo ne semble avoir envisagé de quitter sa femme pour elle. Mais Juliette va prendre place dans sa vie. Ensemble, ils feront chaque année un long voyage d'1 mois et Hugo fera toujours en sorte qu'elle ne se trouve pas trop loin de lui. Elle lui est entièrement dévouée, lui fait office de secrétaire. C'est elle qui recopie tous les manuscrits qu'elle seule sait parfaitement déchiffrer.
Dans ses lettres, elle s'adresse à lui avec beaucoup d'humour et de familiarité. Quand il veut se rajeunir et porte de jolies chemises roses, elle écrit « Toto se serre comme une grisette, Toto se frise comme un garçon tailleur, Toto a l'air d'une poupée modèle, Toto est ridicule, Toto est académicien. » Adèle, qui est redevenue fidèle au moment même où Victor devenait infidèle, voit cette liaison d'un très mauvais œil, car elle comprend vite qu'il s'agit d'une véritable histoire d'amour et non d'une passade. Elle va donc faire son possible pour nuire à Juliette. Elle adresse au directeur du théâtre de la Renaissance où se produit sa rivale une lettre d'une parfaite mauvaise foi afin que ce dernier retire à Juliette le rôle qu'il lui avait promis dans Ruy Blas. Juliette n'aura pas le rôle. De toute façon, elle est une actrice médiocre, elle le sait, et se dévouer corps et âme à son Toto lui convient très bien. Ainsi qu'à Hugo, qui se montre tyrannique avec elle, l'oblige à se cloîtrer et lit toute sa correspondance. Au passage, Adèle Hugo ferme les yeux sur les innombrables autres aventures de son époux, car elle sait que chacune d'elles fait perdre quelques plumes à Juliette, qui lentement, mais sûrement, devient plus amie qu'amante de l'écrivain. Ainsi, en 1844, quand Victor Hugo rencontre Léonie Biard, Adèle pense tenir sa revanche. Née en 1820, elle a donc 18 ans de moins qu'Hugo, Léonie Donnet, de son nom de jeune fille, est une très belle femme, mariée au peintre François-Auguste Biard. Il l'a emmenée avec lui dans une expédition au Spitzberg et en Laponie. Léonie est ainsi devenue la première occidentale à participer à une expédition boréale. De plus, elle écrit. Elle publiera d'ailleurs en 1854 les souvenirs de ce voyage. Voici donc une femme qui a tout pour plaire à Hugo. Jeune, belle, intrépide et talentueuse. Le 5 juillet 1845, Victor Hugo et Léonie Biard sont pris en flagrant délit d'adultère, à l'époque on parle de conversation criminelle, dans un hôtel du passage Saint-Roch à Paris. Imaginez la scène. Victor et Léonie somnolent, comblés après une nuit à roucouler ensemble, et tout à coup, à l'heure où blanchit la campagne, un commissaire de police de la place Vendôme, loti du mari cocu, Auguste Biard, frappe à la porte et déboule brutalement dans leur nid d'amour. C'est une vraie scène de vaudeville. Hugo a le réflexe de présenter sa médaille de pair de France, elle le rend inviolable. C'est un titre honorifique décerné par le roi. La police ne peut donc pas l'arrêter. Léonie, en revanche, est embarquée sur le champ. Elle va faire 2 mois de prison à Saint-Lazare. Le code pénal de 1810 prévoit en effet des peines de 3 mois à 2 ans de prison pour les épouses infidèles, alors qu'un mari infidèle ne peut être condamné qu'à une amende de 100 à 2000 francs, de 200 à 4000 de nos euros. À la faveur de ce scandale, Adèle, à qui Victor Hugo se confie, devient en quelque sorte sa complice dans une affaire dont Juliette, elle, ignore tout et dont elle ne sera informée que plus tard par voie de presse. Finalement, Adèle devient pour son mari une sorte de complice et c'est maintenant la maîtresse, Juliette, qui est le dindon de la farce. C'est Adèle qui soutient Hugo pour faire face au scandale. Dès le lendemain, l'affaire est dans toute la presse. Hugo n'est pas pour rien le plus grand auteur vivant de son époque. Auguste Biard, le mari cocu, porte plainte auprès de la Chambre des Pairs. L'affaire arrive aux oreilles du roi Louis-Philippe qui va intervenir en personne pour pousser le mari cocu à retirer sa plainte. Ce scandale, rapidement étouffé, fera dire à Lamartine « En France, on se relève de tout, même d'un canapé. » Victor Hugo est malgré tout la risée du tout Paris. Il doit se terrer chez lui, avec le soutien de sa fidèle épouse Adèle, pour quelque temps. Ajoutons ici une petite précision. Dans les semaines qui suivirent ce scandale, Victor Hugo fit courir le bruit qu'il était parti en Espagne. Vous l'avez compris, il n'en était rien. Il était à Paris et il a profité de cet exil, de cette retraite, pour commencer à écrire Les Misérables.
Quelques mois à peine après le scandale, Adèle Hugo se rend au couvent des Augustines. Elle rend visite à Léonie, la jeune maîtresse de son mari qui y vit depuis sa sortie de prison. Et elle décide de la prendre maternellement sous son aile. Mieux, elle l'aide à lancer sa carrière littéraire. En échange, Léonie lui prodigue des conseils vestimentaires et l'aide à décorer sa maison. Vous l'aurez compris, est agréable à Adèle tout ce qui peut être désagréable à Juliette. Adèle et Léonie deviennent presque des amies. Elles sont réunies dans un même ressentiment contre la pauvre Juliette et dans l'objectif commun de l'évincer. Elles s'aimaient de détester ensemble. Cette phrase d'Hugo n'a pas été écrite pour ces dames, mais trouve ici sa plus édifiante application. De toute façon, ces manœuvres sont vaines, car Juliette aime assez son Toto pour passer sur toutes ses infidélités. Et puis, les drames à répétition ont fait d'eux un couple indestructible. C'est d'abord Hugo qui perd sa fille Léopoldine le 4 septembre 1843, alors que lui-même se trouve à Rochefort avec Juliette. Il apprend que sa fille préférée est morte noyée au cours d'une promenade en bateau sur la Seine. Sa mort sera le plus grand malheur qui lui soit jamais arrivé. Et voilà, maintenant que 3 ans plus tard, c'est Juliette qui perd à son tour Claire, sa fille unique, son clairon, sa Péronnelle, qui meurt de la tuberculose à moins de 20 ans, le 21 juin 1846. Le jour de ses obsèques, auxquelles Juliette est hors d'état d'assister, 2 hommes sont en tête du cortège, James Pradier, le père de Claire, et Victor Hugo, qui depuis des années lui rendait visite avec Juliette tous les jeudis dans son pensionnat de Saint-Mandé. Viennent le coup d'État du prince Napoléon, l'opposition d'Hugo à l'avènement du Second Empire et la suite logique de ces événements, l'exil. L'aventure Léonie-Hugo s'arrête là. Comme elle obtiendra la garde de ses enfants en 1855, Victor Hugo lui versera de l'argent jusqu'à sa mort en 1879 pour l'aider à les élever correctement. Juliette, elle, va suivre la famille Hugo à Jersey, puis à Guernesey, pour 19 ans d'exil. Dans leur fuite précipitée, c'est Juliette qui, par bonheur, sauve in extremis la malle qui contenait les manuscrits des Misérables. Pour écouter la seconde partie de ce récit consacré à Victor Hugo et aux femmes nombreuses dans sa vie, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. Et pour ne rater aucun épisode d'Au cœur de l'histoire, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. À très bientôt. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Victor Hugo alors qu'il s'apprêtait à partir en exil, un exil de 19 ans à Jersey et à Guernesey. Il ne part pas seul, il part bien sûr avec son épouse, sa famille, mais aussi Juliette Drouet qui va s'installer à quelques encablures de sa maison. Le ménage à 3 continue de plus belle. À Guernesey, la cohabitation sera difficile pour Adèle qui va avoir sa rivale sous le nez en quasi-permanence puisque Juliette s'installe dans une petite maison à portée de regard d'Hauteville House où est installée la famille Hugo. Et Victor Hugo lui rendra visite tous les jours. Mais déjà à Jersey, et dès leur arrivée à Jersey, à la fois pour passer le temps et s'approprier sur le papier un mari qu'elle doit partager avec la terre entière dans la vraie vie, Adèle décide de le statufier vivant en écrivant l'histoire de sa vie. Cela donnera Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Alain Decaux a qualifié de supercherie parfaite ce travail littéraire où Hugo, contribuant à sa propre légende, a ajouté ce que bon lui semblait et dont l'essentiel a été écrit par Auguste Vacquerie, pas du tout par Adèle Hugo, épouse de Victor. Dans ce récit qui s'arrête en 1841, Adèle et Vacquerie censurent tout ce qui pourrait ternir l'auréole du proscrit de Guernesey. De plus, il n'est question dans ce livre que de la vie publique d'Hugo. Sur la vie privée, Adèle est muette. Jamais le nom de Juliette Drouet, le grand amour d'Hugo, son ombre depuis 30 ans, n'est même mentionné une seule fois dans le livre.
Au point d'ailleurs qu'Adèle se paie le luxe d'en dédicacer un exemplaire à Juliette. À Madame Drouet, écrit dans l'exil, donné par l'exil. Adèle VHHH, 1863. Adèle Victor Hugo et HH, c'est Hauteville House. Au moment de la publication du livre, Adèle est à Paris, car elle étouffe à Hauteville House. Sous le moindre prétexte, elle fait donc ses bagages, elle part sur le continent. Elle encourage ses fils à faire de même pour fuir l'ambiance orageuse qui règne parfois chez eux. Ces navettes entre Paris, Bruxelles, Guernesey sont de plus en plus fréquentes et ses séjours sur le continent de plus en plus longs. Bien sûr, Hugo la rejoint de temps en temps à Bruxelles, mais il est alors toujours flanqué de sa Juliette, ce qu'Adèle n'apprécie guère. Madame Hugo, c'est elle. À Hauteville House, Victor Hugo doit aussi composer avec sa fille Adèle, éblouissante Dédé, âgée de 20 ans, petite dernière de la famille dont le mal de vivre pèse sur l'atmosphère familiale. Pour occuper ses journées solitaires, elle joue frénétiquement du piano, met les poèmes de son père en musique, s'adonne à la peinture, où elle fait également merveille, et rédige un journal intime, un précieux témoignage dont près de 6000 pages nous ont été conservées. Alors qu'elle excelle dans tous les domaines, sa vie lui semble si monotone qu'elle sombre doucement dans la dépression. Quelques années avant l'exil, elle s'est follement éprise d'Auguste Vacquerie, son beau-frère de 10 ans plus âgé qu'elle. Il a été son premier amant. Mais l'ombre de son père, qu'elle surnomme le périssime, est venue contrarier ses amours. Elle s'est convaincue qu'elle ne peut aimer qu'un génie. Elle s'est donc enflammée pour le peintre Delacroix, puis pour le sculpteur Clesinger, deux grands artistes bien plus âgés qu'elle. Un échec. Et depuis, plus rien. Doit-elle renoncer à l'amour ? Elle écrit « Être mademoiselle Dante ou mademoiselle Shakespeare, n'est-ce pas là un idéal supérieur à tout mariage ?» Il faut dire qu'à Guernesey, mis à part Auguste Vacquerie, qu'elle appelle le fidélissime, il n'y a aucun jeune dans son entourage et son père lui interdit formellement de voyager. On le sait, il a déjà perdu Didine, Léopoldine, sa fille aînée en 1843, nous l'avons évoqué. Et donc il surveille sa Dédé, sa seconde fille, la seule qui lui reste, comme le lait sur le feu. Il sait qu'elle est très fragile nerveusement. Quand il la regarde, si frêle, le regard fixe, il ne peut s'empêcher de penser à son frère aîné Eugène, qui, ayant perdu la raison, a été enfermé des années durant, jusqu'à sa mort en 1837. En 1854, Adèle a un coup de foudre pour un officier anglais venu participer à une séance de spiritisme organisée par ses parents. Il se nomme Albert Pinson. Adèle et lui se voient plusieurs fois, batifolles. Hélas, cette liaison va faire sombrer la jeune femme dans une véritable folie amoureuse que la médecine moderne qualifie de nos jours d'érotomanie ou symptôme de Clérambault. Cette affection se définit comme la conviction délirante d'être aimé, alors que pour Pinson, l'officier anglais, il ne s'agit que d'une amourette. Adèle, elle, est persuadée qu'il l'aime aussi et qu'il veut l'épouser. Le 6 décembre 1856, elle fait une terrible crise de nerfs, divague pendant 4 jours et ne quitte plus sa chambre. Elle vient de basculer pour de bon du monde réel au monde du délire. En 1863, quand Pinson est muté au Canada, elle quitte en cachette Guernesey pour aller le rejoindre. Alors qu'il les conduit vertement, elle ne cesse de le harceler. Non sans un certain cynisme, le jeune homme va lui emprunter de l'argent. Quand Adèle écrit à ses parents qu'elle vient de l'épouser, il la croit sur parole et publie un faire-part dans le journal. Entre-temps, Pinson est muté aux Antilles, où lorsqu'Adèle le rejoint, il ne lui prête pas davantage attention, mais son état à elle, son état mental se dégrade encore. Elle erre, hallucinée, d'une plage à l'autre sous un soleil brûlant, vêtue d'un manteau d'hiver.
Finalement, rapatriée en France par sa famille, elle est immédiatement internée. Certes, ses conditions de détention sont confortables, son père y a pourvu en lui laissant 2 millions de francs par testament. Mais elle va passer plus de 40 ans dans les murs d'un asile. C'est une véritable tragédie. Adèle mourra le 21 avril 1915, en pleine guerre de 14, de sorte que sa disparition passera totalement inaperçue. Elle était pourtant l'unique survivante des enfants Hugo et le seul à avoir franchi le cap du XXe siècle. On dit que ses dernières paroles furent « Ah, que mon nom est bien lourd à porter ». À côté du Victor Hugo père de famille, le Victor Hugo sensuel n'est jamais bien loin. Que ce soit à Guernesey ou après son retour à Paris en 1870, il parvient toujours à dénicher des jeunes femmes capables de combler son appétit sexuel. Avec l'âge, comme avant lui, un Henri IV, il ne cessera jamais de lutiner des demoiselles, comment le sait-on ? Grâce au petit carnet noir où il consigne tous ses exploits sexuels. On y trouve les noms, initiales ou pseudonymes des femmes par dizaines, soubrettes, prostituées, admiratrices, femmes du monde qu'il a tripotées, possédées, pour ne pas dire culbutées. Hugo va même jusqu'à préciser les dates, les lieux, ce qu'il a fait avec elles, combien il a payé pour celles dont les services sont tarifés. Ces carnets noirs, c'était de la nitroglycérine. Adèle ou Juliette pouvaient à tout moment tomber dessus. Voilà pourquoi leur contenu est crypté en latin, espagnol ou espéranto. Le 2 novembre 1875, Hugo a donc alors 73 ans. Il écrit « SB, non sera el chico héros ». Ce que l'on peut traduire par Sarah Bernard, l'enfant ne sera pas fait. Hugo s'est donc apparemment contenté de lutiner la comédienne, qui, après tout, n'a jamais que 40 ans de moins que lui. Pour être cochon, on n'en demeure pas moins poète. Aussi Hugo utilise-t-il des métaphores pour parler du corps féminin. 9 janvier 1868, Anne, nouvelle vue de Suisse. Le pays montagneux, par exemple, désigne les seins. Et quand il écrit « Avoir trouvé l'ermite de la chaussée d'Antin », c'est que la jeune fille était encore innocente avant d'avoir affaire à lui. 19 avril 1868. Revu la forêt de Riette-Clanche, suis allé jusqu'à la cave. C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour. Se plaint notre fringante octogénaire, sans doute. Mais comment résister à Albertine Seran, fraîche actrice de 25 ans, et à Judith, fille de Théophile Gautier, que notre vieux satyre honore en 1883 à l'âge canonique de 81 ans. Sa dernière conquête, Blanche Lanvin, alias Alba, alias Sartorius. Son dernier rapport avec elle est noté dans le carnet le 5 avril 1885. Hugo a 83 ans. Nous sommes alors à 1 mois avant sa mort. Quelle santé! Tant que l'homme peut, tant que la femme veut, écrivait-il. Quand on parcourt ses carnets, on ne peut s'empêcher de penser qu'Hugo aurait aussi pu faire sienne cette phrase de Talleyrand. L'homme est une intelligence contrariée par des organes. Entre Adèle et Juliette, le temps va finir par apaiser les choses. Après tout, toutes deux sont maintenant de vieilles dames, ayant chacune perdu une fille. Adèle Fouché meurt le 27 août 1868 à Bruxelles, dans les bras de son mari. Sur la photo d'elle qu'Hugo dépose sur son lit de mort, il écrit « Adieu, chère morte pardonnée ». On ne peut s'empêcher de penser qu'il ne manque pas d'air d'évoquer en de telles circonstances l'adultère éclair dont sa défunte épouse se rendit coupable. C'eût plutôt été à lui de demander pardon. Le fit-il ? À en juger par le texte qu'il choisit pour la pierre tombale de sa femme, l'autoflagellation n'était pas sa tasse de thé. Adèle, femme de Victor Hugo. La voilà réduite à la seule femme de Victor Hugo. Pas facile d'avoir été l'épouse d'un génie égoïste. Rappelons que la devise de l'écrivain était « Ego
Hugo. Après leur retour à Paris en 1870, Juliette et Victor Hugo vivent enfin sous le même toit. Pendant 13 ans, Madame Hugo, ce sera désormais Juliette, 13 années où elle aura son vieux Toto tout à elle. Le 11 mai 1883, Juliette Drouet meurt dans sa 78e année. Victor Hugo n'est plus qu'un corps sans âme, écrit André Castelot. Il n'a même pas la force de suivre le convoi qui conduisait sa chère Juliette jusqu'au cimetière de Saint-Mandé. Terrassé par le chagrin, il n'écrira plus une ligne jusqu'à sa mort, qui survient le 22 mai 1885, 2 ans quasiment, jour pour jour, après la disparition de Juliette. Sur sa tombe, il fait écrire ces vers. « Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi si dans ton cœur ma mémoire est fixée. Le monde a sa pensée, moi, j'avais son amour. » Mais ce n'est pas sur ces vers magnifiques que nous fermerons ce chapitre consacré à Hugo, mais sur quelques lignes écrites par Adèle Hugo. Certes, elle en avait fait voir de toutes les couleurs à Juliette, mais que n'avait-elle pas elle-même enduré ? Le génie de Victor Hugo fut aussi de savoir choisir 2 femmes admirables pour l'accompagner fidèlement sa vie durant et lui permettre de créer l'œuvre monumentale qui fit de lui l'un des plus grands noms de l'histoire de la littérature. Adèle et Juliette ont eu leur part dans cette épopée littéraire. Juliette avait fini par faire partie du clan Hugo. Le temps ayant pansé les blessures, Adèle sut faire preuve vis-à-vis d'elle d'une suprême élégance et d'une grandeur d'âme qui évoque plus près de nous celle qui présida entre les 2 familles de François Mitterrand lors des obsèques de ce dernier. Alors pour finir, voici les mots qu'adressa Adèle Hugo à ses enfants. « Vous agiriez, mes chers enfants, contre mon désir, si après avoir pris connaissance des papiers qui accompagneront ce mot, vous en abusiez contre Madame Drouet. Je veux au contraire que tant qu'elle vivra, elle soit l'objet de vos égards et que vous respectiez ceux de votre père pour elle. Il est juste, dans nos larges idées, que Madame Drouet ait dans la vie douce que votre père nous a faite sa part de bonheur. » Dans toute cette affaire, on peut le dire, le grand homme, ce fut elle. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous souhaitez aller plus loin, naturellement, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.